Les personnes qui réussissent ne sont ni plus intelligentes ni plus talentueuses que les autres. Elles ont simplement un système, un mode de pensée et des habitudes bien précises qui les propulsent vers le succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces 7 habitudes et comment vous pouvez les appliquer immédiatement dans votre vie. Le livre des 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, écrit par Stephen Covey, est un ouvrage emblématique dans le domaine du développement personnel et professionnel. Publié pour la première fois en 1989, il a aidé des millions de personnes à travers le monde à améliorer leur efficacité et leur qualité de vie en adoptant des principes fondamentaux et intemporels. Le livre est structuré autour de 7 habitudes que l'auteur considère comme essentielles pour atteindre une efficacité optimale. Ces habitudes sont divisées en 3 parties. Premièrement, les habitudes de maîtrise de soi. Leur mise en œuvre permet de passer de la dépendance à l'indépendance. Elle génère des victoires privées. Deuxièmement, les habitudes de travail en équipe. Il s'agit de faire en sorte que l'interdépendance dans laquelle nous vivons nécessairement soit effective, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas de dépendance. Elle repose sur le fait qu'ensemble, on peut aller plus loin que séparément, ce qui permet de remporter des victoires publiques. Troisièmement, l'amélioration continue. Elle repose sur l'amélioration de soi, sur la formation continue et le renforcement des 7 habitudes énoncées. Commençons maintenant avec les 7 habitudes. Habitude numéro 1. Soyez proactif. La proactivité est la clé pour prendre le contrôle de notre vie. Choisir comment répondre aux stimuli externes plutôt que de nous laisser entraîner par eux et ainsi transformer notre réalité. Stephen Covey définit la proactivité comme notre capacité à assumer la responsabilité de ce qu'il se passe. Nous devons comprendre que ce qui nous blesse n'est pas ce que l'on nous fait, mais la réponse que nous avons à ce stimulus. Exemple, lors d'une conférence donnée par Stephen Covey, une femme a réalisé qu'elle était malheureuse dans son travail parce qu'elle avait en quelque sorte choisi d'être malheureuse. Elle était infirmière et l'un de ses patients la traitait mal, n'appréciait pas son travail et l'insultait même parfois. Cette femme se sentait frustrée et avait constamment des pensées négatives. Cependant, après la discussion, elle lui a assuré que cela changerait et qu'elle pourrait reprendre son travail. Elle serait proactive dans le contrôle de sa réponse au stimulus. Habitude numéro 2. Commencez avec la fin en tête. Définissez un objectif de vie clair et alignez vos actions sur celui-ci, afin d'être le protagoniste de votre vie et de ne pas vous laisser guider par les attentes des autres. Ayez un objectif clair est un sujet dont Laura Vanderkam a également parlé dans l'article de « Ce que les gens qui réussissent font avant le petit déjeuner ». Si nous ne connaissons pas le but ultime pour lequel nous mettons en œuvre une habitude, si nous ne nous concentrons pas sur cet objectif, nous sommes voués à l'échec. Pour illustrer cet enseignement, l'auteur donne cet exemple. Un de ses amis était sur le point de quitter son emploi parce qu'il était toujours en train de se disputer et d'être en désaccord avec un collègue. Pour l'auteur, son ami avait placé ce collègue au centre de sa vie, alors que le centre devrait être sa mission personnelle. Le fait de bien connaître son objectif et d'être proactif à ce sujet l'aiderait à réaliser qu'il ne veut pas changer d'emploi et qu'il ne veut pas se laisser distraire par les autres. Il devait changer de réponse à l'attitude de son partenaire. Habitude numéro 3. Fixer des priorités. Identifier l'important par rapport à l'urgent, en établissant des priorités claires et en disant « non » à ce qui ne vous rapproche pas de vos objectifs, afin d'éviter les distractions et d'améliorer votre productivité. Vos objectifs sont déjà clairs? Parfait, il ne vous reste plus qu'à fixer des priorités et vous organiser pour les réaliser. Pour ce faire, l'auteur propose de placer vos activités dans un de ces cadrans suivants. Cadran numéro 1. Activités urgentes et importantes. Cadran numéro 2. Activités non urgentes et importantes. Cadran numéro 3. Activités urgentes et non importantes. Cadran numéro 4. Activités non urgentes et non importantes. Comme vous pouvez l'imaginer, il est important de bien distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Une tâche peut être très urgente parce qu'elle a une date limite, mais pas importante parce qu'elle ne vous fait pas progresser vers votre objectif. Exemple d'établissement de priorité. L'auteur a interrogé un jour les travailleurs d'une entreprise et leur a demandé quelles tâches seraient importantes et donc pertinentes pour améliorer leur productivité. Les travailleurs ont répondu qu'il s'agissait sans aucun doute d'entretenir des relations étroites avec leurs fournisseurs. La surprise est venue lorsque Covey a montré qu'ils consacraient moins de 5% de leur temps à ces tâches. La raison, ils se concentrent sur l'urgent, sur les problèmes quotidiens qui leur permettaient de survivre dans un état de crise et d'épuisement continu,
mais qui ne leur apportait pas la prospérité. Habitude numéro 4. 4. La mentalité gagnant-gagnant. La mentalité gagnant-gagnant, fondée sur l'intégrité, la maturité et l'abondance, recherche le bénéfice mutuel dans toutes les relations, encourageant l'interdépendance et la collaboration plutôt que la compétition et l'égoïsme. Savez-vous ce qu'est la notion de gagnant-gagnant? Supposez que tout le monde peut gagner et surtout, cherchez à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Cela peut s'appliquer au domaine professionnel. Par exemple, un graphiste qui accepte de réaliser gratuitement un logo pour une entreprise, mais en échange de quoi cette entreprise lui fait de la publicité gratuite et lui permet d'inclure son travail dans son portfolio, et aussi au domaine personnel, avec votre partenaire, vos amis. Essayez toujours de faire des plans qui plaisent à tout le monde. Essayez et vous verrez que, même si quelqu'un doit céder, tout le monde sera content, parce qu'il aura obtenu quelque chose de positif et qu'il aura été pris en compte. Tout échange qui n'est pas gagnant-gagnant génère un perdant. Exemple d'une mentalité gagnant-gagnant. Stephen Covey a fait du consulting pour une entreprise du secteur tertiaire dont le directeur était préoccupé par le manque de coopération entre les travailleurs et, en particulier, entre les managers. Cet homme était convaincu que le problème venait de l'égoïsme des gens. Mais Covey lui a fait comprendre qu'il s'agissait de la raison pour laquelle les gens ne coopéraient pas entre eux. Une mentalité gagnant-gagnant n'avait pas été inculquée, mais une mentalité de concurrence. Le directeur a insisté auprès de ses cadres sur le fait que pour gagner plus d'argent et pour que l'entreprise se porte bien, ils devaient travailler en équipe. Cependant, il a ensuite utilisé une calculatrice pour déterminer lequel d'entre eux avait réalisé le plus de ventes et les a mis en concurrence pour un voyage, insistant sur le fait que seul l'un d'entre eux pouvait gagner. Il essayait d'instaurer une collaboration sur la base d'une compétition, et c'est là que réside l'erreur. Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. La sagesse dans les relations interpersonnelles réside dans la pratique de l'empathie et de l'affirmation de soi, dans l'écoute active et la compréhension des besoins et des émotions des autres, afin de construire des ponts de confiance et de coopération qui profitent à toutes les parties concernées. D'autres éléments clés dans l'établissement de relations interpersonnelles qui n'impliquent pas de dépendance sont l'empathie et l'affirmation de soi. L'empathie nous permet de comprendre l'autre personne, tandis que l'affirmation de soi nous aide à exprimer nos propres besoins et émotions de manière efficace et respectueuse, à la fois pour vous et pour les autres. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est important, pensez à toutes les fois où vous avez consulté un médecin et où vous avez eu l'impression d'être rapidement et mal reçu avec une recommandation générale. Ne préféreriez-vous pas qu'il ou elle vous ait écouté et vous ait donné un traitement personnalisé? Par exemple, l'auteur raconte qu'un jour, un homme l'a abordé pour lui expliquer comment il avait mis en pratique l'écoute active et quelle avait été la clé de la conclusion d'une affaire. Tout s'est passé lorsque des investisseurs qui étaient sur le point d'accepter une offre de sa part ont commencé à se rétracter. L'homme savait qu'ils étaient réticents. Il a donc fait un grand effort pour comprendre ce qui les retenait et a verbalisé ce qu'il percevait, montrant ainsi qu'il était capable de se mettre à leur place. Lorsque les investisseurs ont vu cela, ils ont oublié leurs doutes et lui ont fait à nouveau confiance, acceptant instantanément d'investir. Habitude numéro 6. Synergiser. Le secret de la réussite du travail en réseau et de la collaboration réside dans la recherche d'avantages mutuels et de synergie, car la force d'un tout est supérieure à la somme de ses parties, ce qui génère des résultats extraordinaires grâce à l'interdépendance et à la coopération. Connaissez-vous le secret pour établir de bons contacts et travailler en réseau? Recherchez des solutions gagnant-gagnant et créer des synergies. Lorsque nous recherchons ce bénéfice mutuel, nous obtenons un soutien à court, moyen et long terme, parce que ces situations gagnant-gagnant peuvent ensuite être reproduites. Parce que l'interdépendance se construit, comme nous l'avons vu, sur la coopération et sur l'idée que la force d'un tout est plus grande que celle de ses parties séparées. L'auteur raconte une belle anecdote qui s'est déroulée dans une classe qu'il enseignait et qui est devenue un grand succès collectif. Un étudiant a partagé des expériences personnelles en classe, ce qui a encouragé le reste de ses camarades à faire de même. Cela a totalement changé la structure de la classe et a encouragé la créativité du groupe. À la suite de cette expérience, le groupe a écrit un livre donnant des conseils sur le leadership et la gestion d'équipe. Habitude numéro 7. Affûter la scie. Vous êtes déjà en train de travailler et de mettre en œuvre cette habitude. Vous n'y croyez pas? Nous vous l'expliquons.
Selon Stephen Covey, les personnes très efficaces sont celles qui sont en perpétuel renouvellement. Il explique cela par la métaphore de la scie. Un bûcheron, aussi bon soit-il, pourrait-il abattre un arbre avec une scie non affûtée? De toute évidence, non. Vous ne pouvez donc pas prétendre à la réussite si vous ne vous entraînez pas ou si vous ne prenez pas soin des matériaux dont vous avez besoin pour réussir. Mais qu'est-ce que notre scie? Notre scie est en fait constituée de nombreuses choses, de nos compétences à notre énergie. Et c'est pourquoi l'auteur souligne l'importance de nous reposer, de recharger nos batteries et de prendre soin de nous. Exemple de l'importance de l'affûtage de la scie. Stephen Covey prend Martin Luther King comme exemple de cette habitude. Il explique que l'activiste historique avait l'habitude de dire que lorsqu'il avait beaucoup de choses à faire, la première chose qu'il faisait était de passer plus de temps à prier. Il considérait cela comme une pratique spirituelle pour se nourrir et atteindre leurs objectifs. Conclusion. Dans la conclusion, nous allons partager avec vous des conseils pratiques pour appliquer les 7 habitudes au quotidien. Pratique numéro 1. Essayez de toujours trouver le meilleur de chaque situation, même si vous ne le voyez pas au début. Pensez à ces moments où vous n'avez pas vu la lumière au bout du tunnel, une rupture, la perte d'un emploi, une maladie, et où vous avez fini par apprendre quelque chose. Vous avez appris à mieux vous connaître, vous avez changé de carrière, vous avez appris à prendre soin de vous. Pratique numéro 2. Fixez des objectifs réalistes et envisagez le chemin à parcourir avec bonheur et non avec paresse ou accablement. Par exemple, si votre objectif est de devenir propriétaire, envisagez le chemin à parcourir, contracter un prêt hypothécaire, économiser de l'argent pour la compte, faire des travaux de rénovation, avec enthousiasme et comme de petites étapes qui vous rapprocheront du but. Pratique numéro 3. Évaluez vos habitudes et déterminez celles qui vous empêchent de réussir. Pour les changer, n'oubliez pas la proactivité et le fait que vous êtes le seul responsable de ces habitudes. Il est très fréquent de nous considérer incapables de nous lever tôt, par exemple, parce que cela ne fait pas partie de notre personnalité de nous lever plus tôt pour profiter au maximum de la matinée. Cependant, c'est à vous de faire la différence. Alors, entraînez votre volonté. Pratique numéro 4. Considérez tous les domaines de votre vie, de vos relations sociales à vos finances. Ce qu'il y a de bien dans cette lecture de c'est que les informations que nous en retirons peuvent être utilisées dans différents aspects de la vie. Même si vous avez une mission personnelle unique et globale, transférez la théorie et la pratique de cette mission à d'autres domaines. Par exemple, établissez une mission économique, une mission sociale, une mission professionnelle. En d'autres termes, fixez-vous des objectifs dans tous ces domaines et créez un plan pour les atteindre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez. J'aime ce résumé. À très bientôt pour les prochaines vidéos.